Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de l'histoire de Montréal, une série qui a été organisée dans le cadre, évidemment, des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Cette série, je vous le rappelle, elle est consacrée aux grands personnages qui ont marqué l'histoire de notre belle grande cité québécoise dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ce soir, il sera question d'un grand médecin, d'un chercheur, d'un pionnier de la recherche scientifique au Québec et à Montréal, Armand Frappier. Fils d'un directeur d'école, un éducateur, il grandit dans une famille très unie, une famille où la musique était à l'honneur. D'ailleurs, lui-même aurait pu devenir un musicien. Il paraît qu'il jouait très bien du violon et il a joué beaucoup de musique pour payer ses études. Malheureusement pour lui, sa famille sera fauchée par la maladie. La tuberculose pulmonaire va emporter sa mère, qui n'a que 40 ans, en 1923. Donc, ce drame familial va évidemment beaucoup le marquer et ça va déterminer sa carrière, sa vie, puisqu'il décidera de devenir médecin, mais aussi chercheur. L'année suivante, en 1924, donc, il s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, puis en chimie, toujours à la même université. On lui demande de développer un nouveau département, le département de microbiologie, mais on connaît très peu de choses sur cette nouvelle science. Donc, il remporte une bourse Rockefeller, il va étudier aux États-Unis, et il va surtout étudier en France, à l'Institut Pasteur. Parce que c'est là qu'on développe, à ce moment-là, à cette époque-là, un vaccin qu'on dit révolutionnaire, le bacille de Calmette-Guérin. C'est un vaccin qui, dit-on à l'époque, permettrait de vaincre la tuberculose. Donc, il apprend le fonctionnement de ce vaccin et il ramène avec lui, dans une petite valise par bateau, le microbe. Le microbe, imaginez, essayer de passer ça à l'aéroport aujourd'hui. Il amène un microbe dans une valise et il va vouloir développer donc ce vaccin, mais dans des laboratoires et dans un institut, mais tout ça n'existe pas. Il convainc donc les autorités de son université de développer un petit laboratoire, et puis il convainc surtout, nul autre que Maurice Duplessis, de mettre sur pied un institut, l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal, en 1938. Et c'est dans cet institut qu'il pourra développer ce vaccin, mais plusieurs autres par la suite. Cet institut va changer de nom à travers l'histoire, devenir l'Institut Armand Frappier. D'ailleurs, nous saluons la présence de plusieurs membres de cet institut qui sont parmi nous ce soir. Merci, bienvenue d'être là, ainsi que du musée Armand Frappier. Nous saluons aussi la présence de sa fille et de son petit-fils. Donc, merci d'être là. On va faire attention de ne pas faire d'erreur. Alors, pour nous parler de ce pionnier de la recherche scientifique, nous avons invité un journaliste d'expérience, un journaliste qu'il a d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises, qui a fait des entrevues avec lui. Ce journaliste est l'animateur de l'émission la plus respectée sur la première chaîne de Radio-Canada, qui concerne donc la vulgarisation scientifique. C'est à tous les dimanches à midi, Les Années-Lumière. Il connaît évidemment très bien l'évolution de la science au Québec et au Canada. Je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Yannick Villedieu. Bonjour. Cher Éric, bonjour. Bonjour. Alors, M. Villedieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. C'est rare des hommes de science qui ont, comme lui, publié leur autobiographie. Corrigez-moi, là, mais il n'y en a pas énormément. Et je trouve qu'on découvre un personnage très attachant dans ce livre. Oui. Ben, c'est rare, d'abord, les gens qui font des autobiographies. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas des tonnes. Non. Et effectivement, c'est un beau livre, mais c'est aussi un livre dont le titre est quand même merveilleux. Un rêve, une lutte. Puis c'est un bon titre parce que ça résume vraiment la vie d'Armand Frappier, qui a eu un rêve, un grand rêve, des grands rêves. Mais enfin, un grand rêve, c'était de combattre les maladies infectieuses, qui était, on va en parler dans quelques minutes, mais on ne peut pas se rendre compte de ce que ça pouvait représenter à l'époque. Et la lutte, ben, ça a été justement pour monter des outils, pour créer des outils qui permettaient de lutter contre les maladies infectieuses.
sur le terrain. C'est un homme de terrain, c'est un homme qui va intervenir. Alors, je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Et ce livre-là est intéressant aussi parce que c'est comme un peu le bilan de sa vie. Comme quelqu'un qui a une vie merveilleuse, très riche, très occupée, et qui a pris le temps de faire le bilan, de dire ce qui a été fait. Et de même rendre hommage à un de ses meilleurs amis. Et de noter tous les noms de ses collaborateurs scientifiques à l'Institut. Donc il y avait aussi un côté, je rends au César ce qui appartient au César. Et il y a aussi dans ce livre toute une section, toute une partie vers la fin, une cinquantaine de pages de réflexion sur la recherche, la médecine, la science, l'amitié justement avec son grand ami. Alors donc, c'est ce qui est un peu, ce qui est intéressant, c'est assez touchant. Ce qui est touchant aussi, c'est qu'il a fait son travail d'autobiographie, il a travaillé, il est à l'Institut encore très longtemps, et apparemment, il a remis son manuscrit pas très longtemps, quelques jours, disons, avant de décéder, comme quelqu'un qui a bouclé la boucle, qui a fait son travail, comme un homme de devoir qui a fait son travail. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans ce livre-là. Oui. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, ce n'est pas toujours le cas de nos invités, surtout quand nos personnages datent du 19e siècle, mais vous l'avez connu. Oui, oui. Alors vous avez connu Armand Frappier, vous êtes un homme pas si vieux. Oui, c'est ça, j'étais très très jeune quand je l'ai connu. Oui, c'est ça, mais vous l'avez connu. Alors parlez-nous de cet homme que vous avez rencontré, vous l'avez interviewé pour l'actualité, vous l'avez reçu aux Années-Lumière. Parlez-nous de ce personnage. Alors, c'était un personnage, d'abord, pour nous, moi, quand j'ai commencé dans le métier, c'était encore un personnage qui était très actif, c'était une figure marquante, effectivement, d'ailleurs, non seulement de Montréal, mais du Québec et du Canada en général, on devrait dire. C'est une figure marquante, c'est un homme imposant qui avait quand même réalisé, qui avait créé un institut remarquable. Quand on allait à Laval, ce qui s'appelait à l'époque Laval des Rapines, mais qui était devenu Laval, le campus de l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal, qui est devenu l'Institut Armand Frappier. Il avait acheté une ferme, donc c'est immense, il y avait beaucoup de bâtiments, etc. Donc c'est un homme qui était imposant, mais c'est en même temps un homme qui était très doux, très gentil. C'est quelqu'un qui avait une philosophie, c'est un mot latin, il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent latin aujourd'hui, mais l'équanimitas. Oui, une philosophie d'équilibre, il faut avoir une sorte de paix intérieure devant les événements, devant la vie, et ça transparaissait beaucoup. D'ailleurs, je me permets de citer un extrait où il donne sa vision de ce qu'est pour lui la recherche. Oui. D'abord, il dit « La recherche n'est pas une tour d'ivoire. De nos jours, il ne le faut plus. Le bien commun l'exige et il doit l'emporter sur la modestie traditionnelle du savant et de l'artiste. » Il couple toujours le savant et l'artiste. Oui. C'est vrai que, de toute façon, il était musicien. Oui, absolument. Et donc, pour lui, la musique était vraiment... Il m'a dit un jour, il dit, vous savez, la musique, dans ma famille, ça nous sortait par les doigts. Quelle merveilleuse expression. Poétique. Et donc, il a été musicien, il aurait pu faire de la musique, il a gagné sa vie en faisant de la musique. Quand je l'avais interviewé sur la musique, à un moment donné, il me disait il avait 80 ans, je joue encore de l'orgue. Le violon, j'en joue plus parce que si tu n'es pas en forme pour le violon, si tu t'entraînes pas, si tu pratiques pas assez, tu as envie de le casser l'instrument sur le mur. C'est un personnage aussi qui avait ce franc-parler, ce parler d'homme au fond du peuple. Oui, parce qu'il était, on va en parler, il était d'origine assez modeste. Oui, c'était pas une famille de médecins, de père en fils, comme on avait dans la tradition canadienne-française, dans la haute bourgeoisie canadienne-française. Alors, vous dites cette espèce d'équilibre. Alors, il dit, la recherche, qu'est-ce que c'est? Il dit, si ce n'est pas ça, c'est pas une sinécure non plus. Il dit, il faut travailler très fort en recherche. Il dit, qu'est-ce que c'est la recherche? La recherche est un état d'esprit, une manière de penser, une seconde nature, une liberté, et en même temps une tyrannie de penser. C'est en y pensant toujours qu'on arrive à la découverte. Une discipline de pensée et de travail, une vie d'enthousiasme et de patience, une passion obstinée et jamais satisfaite à la poursuite de la connaissance, de la vérité et de la beauté. Une arène où l'ingéniosité du savant est en lutte avec la complexité de la matière. Un état de doute apaisé par les faits bien contrôlés. Une prévision intuitive de l'enchaînement des faits. L'art de tirer parti des erreurs. Une formation à la modestie. Se rappeler les frustrations et les échecs. Enfin, la recherche est une reconstitution de la création
quelquefois une création. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans, effectivement. C'est une définition, une présentation très moderne de la recherche, parce qu'effectivement, il y a cette poursuite d'une vérité ou de la vérité ou de la découverte. Et quand il parle de modestie, je pense que c'est important parce que nous, les journalistes scientifiques, on arrive toujours au moment du sourire et des sourires et du champagne, quand la découverte est faite. Oui, c'est ça, voilà. On ne va pas voir ceux qui n'ont pas fait de découverte, mais qui peuvent avoir travaillé 8-10 ans pour essayer de trouver quelque chose. On ne voit pas non plus les mois, les années, les soirées, les nuits à la paillasse, comme on dit. Ouais. Donc, effectivement, la recherche, il y a une éthique de la recherche qui est très bien définie dans ce texte-là. Et il termine par l'idée de la création, c'est-à-dire que on en avait parlé avec Yves Gingras, on oppose aujourd'hui la science et la croyance, mais monsieur Frappier était un croyant. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre parce que l'un n'a pas rapport avec l'autre. Donc, que vous soyez croyant ou pas, c'est une question. Ben vous dites ça, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Oui, mais enfin, moi, je suis d'accord avec moi-même. Oui, j'espère bien. Et avec Yves Gingras, en disant que ce sont deux ordres, au fond, de réalité. Ouais. La science ne peut pas être en aucune façon déterminée par des croyances. La science, c'est une recherche objective d'une vérité. Que maintenant, qui est un créateur, pas de créateur, ça ne change rien. La science, elle essaye d'expliquer le monde tel qu'on le voit et tel qu'on peut le découvrir avec des outils bien particuliers qui sont les outils de la recherche. Parlons maintenant des origines d'Armand Frappier. On en a un petit peu glissé un mot. D'où venait-il? Parlez-nous de son père, de ses parents. Alors, de quel milieu vient-il? On l'a dit, milieu assez modeste. J'irais une famille qui semble modestement à l'aise. Son père a eu son père qui s'appelait Alexis, attendez un petit peu que je retrouve son nom effectivement, qui s'appelait Arthur Alexis, a suivi un cours commercial, il a travaillé dans une quincaillerie. Il avait, comme dit Armand Frappier dans sa biographie, on va le citer souvent, il avait une vague attirance pour les ordres. Alors, il va faire 1 an ou 2 chez les Oblats, et il revient, j'aime beaucoup l'expression, il rentre dans le monde. Il revient sur la Terre. Ouais. Et donc là, il va épouser Bernadette Caudebec en août 1903. Ils vont avoir un premier enfant. Ils vont avoir 8 enfants. Le premier, c'est Armand, donc, qui naît en 1904. Donc, c'est la famille. Et le père, M. Frappier, père, va faire une carrière d'instituteur, d'enseignant. Une carrière, d'ailleurs, là aussi, d'un homme de devoir, d'un homme qui fait ce qu'il doit faire. Et Armand Frappier raconte que son père est mort à 58 ans, et je cite, « dans une école, devant un tableau, la craie à la main, en donnant une leçon de musique ». C'est quand même assez extraordinaire. Alors son père, donc, est éducateur, directeur d'école. Il est aussi musicien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il joue de plusieurs instruments, il aime la musique. Il est aussi, il va être l'organiste de la cathédrale de Salaberry de Valleyfield, puisque tout ça se passe dans cette petite ville qui s'appelle Salaberry de Valleyfield, qui s'appelle maintenant Valleyfield tout court, je crois. Il va être aussi le chantre de cette cathédrale. Et il y a un moment tout à fait touchant, et Armand Frappier m'avait vraiment beaucoup touché quand il m'avait raconté ça, c'est l'épisode des petits corbillards blancs. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. On ne peut presque pas se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est quoi un petit corbillard blanc? D'abord, c'est un petit corbillard qu'on utilise pour aller porter les enfants en terre. Les enfants qui meurent, voyons donc, ça n'existe pas. Eh bien, à Valleyfield, qui était une petite... à Salaberry de Valleyfield, qui était une toute petite ville, on avait besoin du petit corbillard blanc presque tous les jours. C'est presque incroyable de penser ça. Et le père d'Armand Frappier donc, chantait à l'église le psaume des anges pour ses petits-enfants qui étaient morts. Donc, il y avait à l'époque une mortalité infantile dont on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant qui meurt, 2 ans, 3 ans, c'est un drame. C'était aussi un drame à l'époque. Ouais. Mais c'est un drame qui frappait beaucoup. D'ailleurs, il y a un de ses petits frères d'Armand Frappier qui va mourir d'une maladie de la petite enfance comme celle-ci. Alors, ce côté à la fois tragique, la mort des enfants, mais à la fois très fort, parce qu'on était habitué à ça, on vivait avec ça, avec ce drame-là quotidien. Ça va beaucoup le marquer.
il dit aussi qu'il vivait dans cette petite ville-là, dans une petite ville qui était vraiment merveilleuse. Il dit on y vivait en paix, en harmonie avec la nature. Il revient beaucoup sur la nature, souvent. Ouais. L'une des plus enchanteresses et uniques au monde, Salaberry de Valleyfield, hein, à cause de la vaste nappe d'eau claire, accueillante, poissonneuse et giboyeuse du lac Saint-François. C'est quand même assez merveilleux. Ouais. Donc, c'est ça son enfance, sa jeunesse, avec donc, dans cette petite ville-là, avec cette famille de musiciens, cette famille où on vit quand même heureux, mais aussi très proche du malheur. Oui, parce que le malheur frappait. Le malheur va frapper, et durement, je l'ai évoqué rapidement, en 1923. Oui. Il y a une tante, tout ça, mais ça, c'était des gens un petit peu plus âgés. Mais là, sa mère... Et sa mère. Et elle meurt, et ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile, dont on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, d'une tuberculose pulmonaire dite galopante. Ça veut dire qu'il va vite, ça veut dire qu'il est aigu. Elle meurt en 3 mois. Elle avait 40 ans, elle était en bonne santé, 3 mois après, elle était morte. Évidemment, c'est quelque chose qui arrivait. Il faut se rendre compte qu'au Québec, à l'époque, moitié moins de population qu'actuellement, il y avait par année 3300 personnes qui mouraient de tuberculose. 3300 personnes. C'est presque... On ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. 6000 personnes qui mourraient d'une maladie aujourd'hui, c'est quoi au Québec? Il y a combien de morts au Québec? On serait au stade olympique là, pour recevoir des vaccins. Alors, donc, sa mère meurt à 40 ans. Quand elle a 40 ans, lui a 19 ans, et évidemment, c'est forcément donc un drame. Et lui, ce qu'il raconte, c'est ce constat d'impuissance qu'il voit de la médecine, qui pouvait rien faire d'autre que de constater, au fond, ce décès. Dans sa biographie, dans son autobiographie, que les professeurs n'étaient pas beaucoup là. Ils limitaient leur présence souvent à leurs cours. C'était donc, au fond, des praticiens qui venaient, quoique l'enseignement en médecine, c'est beaucoup comme ça que ça se fait, et encore aujourd'hui, et il faut que ce soit comme ça. Mais il disait, et là aussi c'est dans sa biographie, à part le frère Marie-Victorin, le docteur Pierre Masson, monsieur Édouard Montpetit, l'abbé Lionel Groux, maître Maximilien Caron, les docteurs Télesphore Parisot, Georges Préfontaine et Georges Barry, il n'y avait pas beaucoup, écoutez cette phrase très, très dure et très... Il n'y avait pas beaucoup de professeurs qui jetaient de la lumière sur l'université de la rue Saint-Denis. C'est dit en termes très élégants, mais ça donne un peu une idée de la chose. Et donc, lui, il va être insatisfait par ça, parce qu'il en veut plus, il veut apprendre plus, et il veut surtout avoir plus de science, il veut avoir plus de science dans la tête, donc il va faire sa médecine et un diplôme de science, une fois le diplôme de médecine obtenu. Mais justement, alors, il s'inscrit en chimie. Très rapidement, on lui demande de développer un département de microbiologie, mais évidemment, il n'a pas ce qu'il faut. Et c'est le grand-père de Jacques Parizeau, Télesphore Parisot, qui lui trouve une bourse, enfin, qui lui permet d'obtenir une bourse. De la Fondation Rockefeller. C'est intéressant, justement, parce qu'on voit qu'il y avait quand même dans la communauté canadienne-française de l'époque, il y avait des gens qui disaient il faut développer nos capacités scientifiques. Bon, Marie-Victorin a joué un rôle formidable là-dedans, mais il n'y avait pas que lui. Alors, quelqu'un comme Télesphore Parisot, c'est bien que si on veut demander au jeune Armand Frappier, qui a l'air d'être fringant pour faire de l'enseignement et faire de la recherche, si on lui demandait de faire du bon travail, il faut l'envoyer se former. Et donc, Télesphore Parisot lui permet d'obtenir une bourse de la Fondation Rockefeller. Et c'est comme ça qu'Armand Frappier, en 1931, donc il a sa médecine en 1930, il a eu son diplôme. Déjà, sa première fille était née. Hein. Il a fait garder la petite fille pour aller chercher son diplôme, c'est quand même formidable. Donc, sa première fille était née. La fille qui est ici parmi nous est peut-être un petit peu plus lointain dans la... Oui, dans la fratrie. Il est marié, il a sa première fille, il a son premier diplôme, il a son diplôme de médecine, il a fait 1 an de chimie, et là, il s'en va aux États-Unis, Fondation Rockefeller. Et là, il va être tout à fait émerveillé par ce qu'il va voir. Il va arriver dans des institutions à Rochester, il va arriver au sanatorium Trudeau, au centre de recherche du sanatorium Trudeau, dans l'État de New York, dans les Adirondacks.
Et il va être tout à fait émerveillé. Il m'avait raconté, j'avais pas assez d'yeux pour voir tous les livres. Il dit, on n'avait rien, nous. Il dit, le contraste, et ça aussi, dans son autobiographie, il y a des phrases, disons, qui pèsent assez lourd. Le contraste avec la misère et la pauvreté de l'Université de Montréal, d'où j'arrivais, m'a bouleversé. Et donc, il est en contact avec des très grandes institutions qui ont des moyens importants, qui ont des bibliothèques que nous, on n'avait pas. Et donc, pendant un an, il va être formé donc, aux États-Unis d'abord. Et ce qui est intéressant dans ce passage aux États-Unis, c'est qu'à l'époque, on a parlé du BCG, le vaccin contre la tuberculose, il y a une grande controverse autour du vaccin. Oui, parce qu'il y a il y a toutes sortes de méthodes pour combattre cette... Il n'y a pas grand-chose. Mais il n'y a pas grand-chose. Mais il y a un vaccin qui a été développé. Donc, on peut faire un petit peu cette histoire du vaccin. Bacille, c'est donc la bactérie qui cause la tuberculose. Calmette, c'est le nom de l'un des deux inventeurs du vaccin. Et Calmette-Guérin, c'est l'autre. Donc, ce sont deux chercheurs français de l'Institut Pasteur qui ont développé ce fameux vaccin contre la tuberculose, qui était donc, on l'a dit, une maladie terrible qui a marqué tout le 19e siècle. On appelait ça la peste blanche. C'était vraiment une maladie terrible, que la tuberculose. Et donc, ils développent ce vaccin. Et là, la question, ça va être de faire accepter, on est quand même au début de l'époque des vaccins. En plus, c'est un vaccin à virus, à bactéries vivantes. Oui, atténué, c'est-à-dire que le microbe est là, il est vivant, on l'a rendu assez faible pour qu'il ne donne pas la maladie, mais qui provoque le système immunitaire, qui cause l'apparition de défense naturelle dans l'organisme, Et donc, ça va être toute une bataille, une controverse, parce que le vaccin est développé dans les années 1910. Vous voulez convaincre une personne qu'on va combattre une maladie en inoculant un microbe, c'est contre-intuitif. C'est pas évident, même pour certaines personnes, ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Et effectivement, donc, ce vaccin-là, le bacille Calmette-Guérin, le BCG, est développé aussi pour lutter contre la tuberculose bovine, parce que c'était aussi un problème majeur. Et on passe chez l'humain en 1921, donc en France. On montre on montre son innocuité, donc il n'y a pas de danger. Et en 1924 même, on montre son efficacité à protéger. Mais il y a des controverses autour de ça. Il y a des gens qui prétendent qu'il n'est pas efficace pour combattre la tuberculose, notamment aux États-Unis, où on est opposé aux Français, je ne sais pas si c'est pour ça, mais où le bacille passe pas, le vaccin n'a pas une grosse cote d'amour. Donc, les gens qui vont le former à Rochester ou aux États-Unis ne sont pas très sympathiques. En fait, même, il y a un opposant très vigoureux, qui s'oppose très vigoureusement au vaccin, qui dit, au fond, rien ne prouve que ce vaccin, que ce bacille qui a été atténué mais qui est encore vivant, ne peut pas reprendre de la virulence, ne peut pas redevenir virulent. Il y a eu aussi un cas en Allemagne, un cas d'erreur assez tragique en Allemagne où il y a effectivement eu une contamination du vaccin. Donc, on voit une controverse difficile quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Armand Frappier, lui, scoltine avec les opposants, avec les ennemis du vaccin. Donc, il a tous les arguments, au fond. On lui présente tous les arguments. Il doit faire à un moment donné une présentation scientifique à l'université et il trouve que le temps est long un peu parce que c'est difficile. C'est bombardé de... Mais il y avait déjà à Montréal, il y avait déjà des essais dès 1925 à Montréal. Il y a un médecin qui s'appelait Baudouin qui a essayé le vaccin chez les enfants et qui a trouvé une efficacité. Donc, Frappier, lui, est convaincu, il a les données, il a des chiffres, il a des preuves d'efficacité, mais il fait front à des gens qui ne veulent pas le croire. Il trouve ça assez dur, d'ailleurs. Il trouve que c'est... la science, c'est difficile. Hein? Puis convaincre des gens avec des faits, avec des données, c'est la base de la recherche scientifique et il vit ça. Alors donc, c'est comme ça qu'il passe un an aux États-Unis. Mais ça forme le cerveau, je pense, une chose comme ça. Oui, parce qu'on a tous les contre-arguments. Oui. Mais là, justement, il veut aller à la source. Il veut aller étudier avec ceux qui sont à l'origine. Avec Calmette et Guérin. Et ça, c'est merveilleux.
C'est une histoire... C'est son premier voyage en Europe à l'époque? Oui, oui, il s'en va en bateau, évidemment. Oui. Et En il y a arrivant? quelque chose d'assez qui m'a émouvant. Oui. Moi, une des fois où j'avais rencontré Armand Frappier, c'était en 1985, pour le 100e anniversaire de la vaccination contre la rage par Pasteur. 1885, Pasteur découvre, met au point le vaccin contre la rage et vaccine. Vous avez tous vu ces images-là. Un petit garçon qui avait 8-9 ans, un petit Alsacien qui s'appelait Joseph Meister, qui avait été mordu par un chien enragé. On l'avait amené à Paris et il avait été vacciné avec ce vaccin qui était expérimental et sauvé. Bon, il y a des discussions. Est-ce qu'il avait vraiment la rage? On ne sait pas, mais enfin, il y avait probablement la rage. Donc, cette image-là, elle est vraiment frappante. Elle est dans toutes les têtes. Et quand Armand Frappier arrive à l'Institut Pasteur, à Paris, la personne qui ouvre la porte, c'est Joseph Meister. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Moi, je suis là en train d'interviewer avec mon petit micro Armand Frappier qui me raconte ça. Il me dit, ben moi, j'ai rencontré Joseph Meister. Je trouvais ça comme image, comme raccourci, comme profondeur historique. C'était tout à fait extraordinaire. Ouais. Joseph Meister, donc, qui a été portier à l'Institut Pasteur, concierge, portier, pendant des années, jusqu'en 1940, qui a eu une fin assez tragique. Il s'est suicidé quand les Allemands sont entrés à Paris en Allemagne. Lui était alsacien. Une fin tragique, mais une histoire quand même. Donc, Armand Frappier se fait ouvrir la porte, et là, il va travailler avec Calmette et Guérin, avec les... il dit Guérin... alors, c'était des vaccins vivants, donc c'était très difficile à faire. Fallait avoir une dextérité, fallait avoir une recette, une façon de faire. Il dit Guérin, quand il faisait du BCG, c'était comme s'il disait la messe. C'est quand même extraordinaire comme image. Et donc, il apprend à faire du BCG et pendant 2-3 mois. C'est quand même merveilleux aussi. Hein. On lui donne la recette, et il repart avec une petite valise, la neige carbonique, la souche du vaccin de Pasteur qu'on lui a donné. Et il revient, il reprend le bateau, il rentre à Montréal, par New York en bateau, la Cunard. Il rentre à New York, il prend le train, et il arrive, dit-il, à temps pour la messe de minuit. Parce qu'il avait débarqué à New York le 24 décembre, à temps pour la messe de minuit. C'est quand même merveilleux. Et donc, avec ça, il va pouvoir fabriquer du vaccin, mais là, c'était quelque chose de difficile. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'il est bien beau avoir la souche et tout ça, mais il arrive à Montréal, dans un milieu... Il a appris à la reproduire. Il a appris à fabriquer du vaccin. Et pendant des années, d'ailleurs, dans son livre, il va dire, avec beaucoup de fierté, il dit, on n'a jamais eu de contamination dans notre souche pendant, je ne sais pas combien, 30 ou 40 ans, où ils faisaient la soupe toutes les semaines. C'était comme une soupe, il faisait ça et on vaccinait avec ça parce qu'il fallait en faire beaucoup parce qu'effectivement, il va être un pionnier de la vaccination contre la tuberculose au Québec, grâce notamment donc, à ce qu'il avait appris. Oui, mais je comprends qu'il faisait de la soupe, là, mais oui. Je veux dire, c'est un chercheur, il voulait développer la recherche, créer un réseau international. Il avait à peu près rien. Il a décrit ce milieu d'une très grande pauvreté. Donc, quand on lit, évidemment, son autobiographie, il passe rapidement sur ce laboratoire qu'on crée pour qu'il puisse travailler, avoir des assistants. Mais là, il y a ce fameux institut. Oui, oui. Alors, en soi, c'est une saga qui est assez intéressante, qui est assez drôle. Il va monter un dossier. Il dit qu'il écrit plusieurs versions. Il voulait être extrêmement convaincant, très rigoureux. Alors, comment s'y prend-il pour convaincre le gouvernement d'avancer la mirobolante somme de 75 000 quand on y pense aujourd'hui, hein, pour cet institut? Alors, donc, c'est ça. Donc, il revient à Montréal en 1933 avec la souche. Donc, il fait une partie fabrication du vaccin, etc. Et une partie, il y a toujours cette idée de faire de la recherche, de développer la recherche. Donc, il se crée un laboratoire en bactériologie. On l'avait envoyé là-bas pour qu'il puisse ouvrir et un laboratoire de recherche et d'enseignement supérieur en bactériologie. Il fait ça, mais il s'aperçoit très vite qu'il y a des limites à tout ça. Il dit on était très découragés, on n'avait pas de moyens pour travailler, pas d'équipement, etc. Et là, l'idée qu'il va avoir, c'est au fond ce qu'il a vu à l'Institut Pasteur à Paris, il va avoir l'idée de créer un institut sur le modèle Pasteur, qui, au fond, consiste à quoi? Ça consiste à dire on fait des produits biologiques, des vaccins, toutes sortes de produits biologiques, on les vend,
Et avec l'argent qu'on fait, avec des profits raisonnables, dit-il, avec l'argent qu'on fait, eh bien, on paye la recherche et l'enseignement. C'est quand même un modèle merveilleux. Et donc, pour ça, il faut créer l'institut. Pour créer l'institut, il faut avoir un peu d'argent, 75 000 $. Et il va voir donc Duplessis. Il rencontre aussi des gens proches de l'Union nationale, Dupuis de Dupuis frères, un éditorialiste au Devoir qui fait un éditorial pour... Oui, Louis Dupire. Oui, c'est ça. Oui. Il monte son dossier, au fond. Et il va voir Duplessis en disant, écoutez, on achète nos vaccins chez Connote à Toronto, qui est le même modèle d'ailleurs que l'Institut Armand Frappier ou que l'Institut de microbiologie. On achète nos trucs. Si on les faisait nous-mêmes, on économiserait. Ça parle à Duplessis. Duplessis sort le chèque et ils font ça. Et en 1938, donc, Armand Frappier crée l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal. C'est son premier nom, avec donc ces moyens-là. Et c'est le début, et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le début d'une grande institution scientifique qui existe encore aujourd'hui, qui a pris toutes sortes d'avatars, mais qui existe encore aujourd'hui. Et donc, à ce titre-là, il crée effectivement, c'est un apport majeur à la constitution d'une communauté scientifique francophone, canadienne-française, comme on disait à l'époque, ici. Donc ça, ce moment est important parce que, effectivement, avec cette idée à la fois de faire une recherche appliquée, une recherche qui fait de la production aussi, et de vendre ça, et avec l'argent qu'on fait, on peut faire de la recherche, on peut développer, c'est une idée qui est très, très féconde et qui va marcher très, très bien, qui va se développer de façon remarquable et très, très rapidement. Ben, oui, vous dites ça, mais avant que vous donniez des exemples, c'est parce que si on fait, comme on dit, arrêt sur image, aujourd'hui, on a l'industrie pharmaceutique et on a le milieu, disons, académique. On a l'impression que c'est deux mondes et on voit très mal les chercheurs qui font de la recherche. Enfin, on demande aux chercheurs d'aller chercher des subventions, mais il y a souvent une porosité dans la frontière entre l'industrie et la science, disons, désintéressée. Ce modèle-là, il n'existe plus. Non, parce qu'on le verra plus tard pourquoi il va y avoir ça va évoluer. C'est parce qu'en fond, là, on est dans les années 30, dans les années 40. Ça se fait un petit peu justement de cette façon-là. Mais à partir des années 1960-70, l'industrie va commencer à trouver que ça peut être intéressant de faire ces produits-là. Que ça peut être intéressant, c'est-à-dire que ça peut rapporter et rapporter beaucoup. Et le modèle, au fond, l'industrie va dire c'est un peu la concurrence déloyale, que des gens puissent fabriquer, par exemple, des vaccins, avoir des contrats privilégiés avec le gouvernement pour fournir des vaccins, etc. Donc, on va y avoir on va développer, au fond, un modèle différent qui fera que qu'on va devoir abandonner ce modèle-là. On verra ça vers la fin de l'Institut, comment ça évolue. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne verrait plus ça. En plus, bon, c'est des multinationales, c'est des très gros joueurs, c'est des très grosses compagnies. On a regroupé des compagnies multinationales avec d'autres compagnies multinationales. On n'est plus du tout dans la même partie, au fond, maintenant. Donc, si on revient à Armand Frappier, donc, il met sur pied cet institut. On fait de la recherche, mais aussi on fait de la production de vaccins. Qu'est-ce qu'on va produire? Et est-ce que la Deuxième Guerre mondiale va donner un climat favorable au développement de l'Institut? Alors, donc, il fait donc cet institut qui va être là pour produire des produits biologiques. Mais avec toujours, puis je reviens sur cette idée de la science, dans Histoire des sciences au Québec, de Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, on dit qu'Armand Frappier est le premier à constituer autour de lui une véritable équipe de recherche. Donc on voit vraiment ce côté contribuer à la création d'une communauté scientifique francophone importante. Alors, la guerre arrive, effectivement, et on savait qu'il fallait... on devrait produire on devrait faire l'effort de guerre, et l'Institut Frappier est prêt. Et comme il fallait qu'on produise à grande échelle, certains produits biologiques se faisaient avec des animaux assez grands, des bovins, des choses comme ça.
Armand Frappier a le génie d'acheter une ferme à Laval des Rapines, Laval maintenant, là où se trouve l'Institut, le long de l'autoroute qui s'en va dans le nord. Donc, il achète cette ferme et c'est là qu'on va avoir l'espace pour produire, pour entretenir des animaux de laboratoire et des grands animaux. Il raconte, au début, il était à l'Université de Montréal, il était un des premiers occupants du nouveau campus de l'Université de Montréal. Et il raconte que quand on faisait monter un veau 4 étages par les escaliers, c'était du sport. Hein, alors là, ils vont avoir des espaces intéressants pour travailler et ils vont produire... ils vont produire effectivement une quantité phénoménale de vaccins. Il va produire beaucoup de produits sanguins. Il va faire lui-même, il va faire quasiment le tour de la province pour recueillir des échantillons de sang, pour faire des produits sanguins pour l'armée canadienne et pour les armées alliées. Il va y avoir effectivement une grande effervescence de production pendant toute la guerre et l'Institut va se développer, entre autres, grâce à ces commandes-là au son. Ben, il y avait des besoins. Hein. Oui. Alors, on fait des vaccins, on fait des vaccins contre les maladies bactériennes et de l'enfance de l'époque, etc. Donc, on fait beaucoup de choses. Et c'est comme ça. Et l'Institut prend très vite, ça c'est intéressant, prend très vite une grande place. Il y a un professeur de l'Institut Armand Frappier qui s'appelle Pierre Paiement qui a écrit au moment du 75e anniversaire, donc en 2013, une brochure qui raconte un peu sur Armand Frappier. Et il dit, c'est quand même extraordinaire, l'Institut, 75 000 $ d'investissement en 1938 par Duplessis, va rentrer, on va faire on va faire les frais très rapidement. Revenu de 8 000 $ en 1938 pour l'investissement de 75 000, 62 000 en 1942, 440 000 en 1949, 24 millions en 1986. Donc on voit que le premier investissement a été... C'est du bon retour sur l'investissement, comme on dit. Donc effectivement, l'Institut prend du poil de la bête, devient respecté. Encore, je vais citer encore une fois l'histoire des sciences au Québec, Chartrand, Duchesne, Gingras, où ils disent qu'à la fin de la guerre, l'équipe Frappier a acquis une solide expérience de production industrielle, mais aussi de recherche microbiologique, parce qu'il a fallu développer des méthodes, améliorer les méthodes de production, etc. Et donc, l'Institut s'est imposé comme fournisseur de vaccins et de produits similaires au Québec, au Canada, et il dispose maintenant de revenus pour se développer comme il l'entend. Et certainement que ce développement de l'Institut durant les années 40 et plus tard, ça explique aussi que quand on est très impressionné par la reconnaissance internationale d'Armand Frappier. Ah oui? C'est-à-dire que cet institut-là s'est taillé une place, devenu une référence. Oui, c'est ça. Il s'est promené, il a fait de nombreux voyages. Quand j'avais rencontré beaucoup Armand Frappier, il m'a raconté ses souvenirs, montré ses albums photos. Il est allé en Inde, il est allé partout. C'était vraiment une personnalité de santé publique. Il a aussi beaucoup développé. Justement, il a créé une école. Alors, après la guerre, on a des moyens, on peut faire des choses. Il va créer l'école de santé publique, l'école de... Comment ça s'appelle déjà? Enfin, l'école de santé publique de l'Université de Montréal. C'est pas tout à fait le nom exact. Et par là, on va former là tous les gens de santé publique au Québec, les unités sanitaires, les médecins, les infirmières, les dentistes. Tout ce monde-là va être formé là. Et c'est Armand Frappier qui crée ça. Et rendez-vous compte, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, envoie à Montréal, à l'école de santé publique d'Armand Frappier, envoie des stagiaires francophones de partout dans la francophonie pour leur formation. Il y a même des gens qui étaient de futurs ministres de la Santé qui sont passés par là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, une femme qui a été là, qui m'a dit, écoutez, c'est extraordinaire le cours qu'on faisait parce qu'on avait des gens de tous les pays, on avait des médecins, des ministres de la Santé, etc. Il y avait toute une effervescence intellectuelle qui se produisait avec cette chose-là. Donc c'est quand même intéressant. Et il y avait cette reconnaissance. Ouais. Alors, autre grand combat d'Armand Frappier, il y a eu donc, la tuberculose durant les années 30, mais l'autre grand combat, c'est la polio. Oui. Parlez-nous de cette maladie et comment c'est poliomyélite, donc une maladie qui cause donc une maladie qui va causer notamment des déformations, la paralysie.
on a tous en tête l'image des petits poumons d'acier, c'est-à-dire les enfants qui avaient eu la polio ne pouvaient plus respirer eux-mêmes, on les mettait dans une espèce de boîte en acier qui faisait qu'ils respiraient quand même, en tout cas c'était quelque chose d'horrible. Et il y avait des épidémies, à Montréal notamment, de polio tous les étés, parce que c'est un virus qui se promène dans l'eau, notamment l'eau contaminée, les enfants se baignent, etc. C'était vraiment une maladie qui semait elle aussi la terreur. La polio, c'était vraiment effrayant. Là aussi, on n'arrive plus à se rendre compte. J'ai eu un vieux professeur de latin qui avait eu cette maladie. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont eu des séquelles. La polio va probablement être éradiquée de la surface de la planète dans un peu de temps, c'est quand même formidable. Mais à l'époque, ça semait vraiment la panique. Tout ce qu'il fallait, c'était un vaccin. Et effectivement, il y a un Américain qui s'appelle Jonas Salk qui développe un vaccin, 1952, un vaccin à virus inactivé, donc tué, au fond, pour les virus inactivés. Ce vaccin-là va être développé notamment grâce à Connaught à Toronto, qui va mettre au point des méthodes de production. En tout cas, bref, il y a une espèce de collaboration internationale qui se fait. Il va être essayé sur 2 millions d'enfants américains. Canadiens, je ne me souviens pas, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, 2 millions d'enfants. 2 millions? Oui, on va montrer l'efficacité et on va pouvoir, à partir de 1954, savoir que le vaccin est efficace. Maintenant, il faut le produire en grande quantité. Eh bien, Jonas Salk, ça aussi, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ça, ne dépose pas de brevet. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens puissent avoir partout le vaccin pour vacciner des enfants, pour protéger les enfants. Aujourd'hui, disons qu'on n'est plus comme ça dans la recherche. On a déjà calculé, récemment, j'ai vu un calcul disant qu'il aurait pu gagner des milliards de dollars avec son vaccin. Et donc, il montre, Armand Frappier va aller le voir, je pense, il va apprendre comment on le fait, il va fabriquer le vaccin dans des conditions assez spectaculaires, parce qu'on fabriquait sur des cellules de reins de singes, et donc on va importer des singes sur le campus de Laval-des-Rapides. Les cultivateurs autour trouvaient que c'était un peu spécial comme animaux de ferme. C'était un peu spécial. Donc, c'était vraiment... bon. Et en même temps, ou presque quelques années après, et donc on donne la recette, et vas-y, faites le vaccin, il n'y a pas de droit à payer pour protéger les enfants. Un autre vaccin contre la tuberculose est développé, contre la poliomyélite est développé un petit peu de temps après, c'est le vaccin Sabin, un vaccin, lui, qui est vivant atténué. Et là aussi, Armand Frappier m'a raconté ça, c'était extraordinaire. Sabin vient à Montréal, lui donne sa recette et ce qu'il fallait pour faire En échange, et ça c'est Armand Frappier qui me raconte, on lui a donné en échange une peinture canadienne. Ça devait être probablement une cabane à sucre. Merveilleuse. Autrement dit, il y a ce côté qui était très généreux, qui n'était pas... On n'était pas dans la mentalité actuelle du rendement et de l'argent qui revient et des royautés. On était vraiment dans un esprit de... Il y avait une générosité, un altruisme de santé publique de ces gens-là. Et donc, on va faire ces vaccins et on va régler à toutes fins utiles le problème de la tuberculose pour une peinture canadienne. De la polio. De la polio, pardon. Oui. Comment, par la suite, après ce combat contre la polio, Armand Frappier va continuer son travail, mais ce qui est très frappant, c'est que là, on parle d'un institut qui s'était acquis une réputation internationale, un chercheur de premier rang. Cet institut va intégrer l'Université du Québec, une toute jeune université, à ses débuts. Là, elle avait à peine 2 ans. On a passé plusieurs années, effectivement. Oui. L'Institut a pris une certaine autonomie par rapport à l'Université de Montréal et on crée en 1969 la loi de l'Université du Québec. 70 ou 71, on crée des constituants de l'Université du Québec. Bon, il y a l'Université du Québec à Montréal, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, blablabla. Puis il y a aussi une autre constituante qui est sur le même niveau, qui s'appelle l'Institut national de recherche scientifique, avec différents centres de recherche spécialisés. Et pour des raisons, certains parlent même d'un mariage forcé, pour des raisons, disons, administratives, on va caser l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal sous le chapeau
de l'Institut national de la recherche scientifique en disant qu'il garderait son autonomie. Ça a été un peu, disons, des périodes, c'est le début un peu où c'est un peu troublé au point de vue administratif, je dirais ça comme ça, en termes élégants. Et d'ailleurs, et tout ça va mener à une crise. Oui, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, donc, l'Institut est là, et justement à cause de ce dont on a parlé tout à l'heure, de ces nouvelles tendances dans le domaine du biomédical, du biopharmaceutique, on trouve que certaines compagnies privées pharmaceutiques canadiennes, par exemple, disent que les laboratoires Conot de Toronto, qui ont exactement le même statut, eux qui sont dans l'Université de Toronto, et que l'Institut Armand Frappier, qui va devenir l'Institut Armand Frappier pas longtemps après, jouissent de conditions particulières. Donc il y a des conflits d'intérêts en quelque sorte. Il y a un article qui a été écrit là-dessus qui explique bien ça, sur l'apparition, la perception de conflits d'intérêts dans les universités. Donc petit à petit, il va y avoir des pressions de tous ordres, gouvernementales, industrielles, externes, internes, etc., pour privatiser au fond la partie production de l'Institut Armand Frappier. Alors donc l'idée du modèle de l'Institut Pasteur, où vous avez la production et puis les revenus de la production qui permettent de financer la recherche et l'enseignement, ben, ça commence à partir un petit peu de côté. Alors on a la création de IAF Production, qui est une compagnie entièrement privée, en 1978, je pense, quelque chose comme ça, je vais le retrouver dans mes notes. En tout cas, en 1978, c'est ça. Un peu plus tard, on va créer IAF Biochem, qui va devenir Biochem Pharma en 1986. Donc petit à petit, on enlève à l'Institut Armand Frappier, on enlève son bras production ou son poumon production, si vous voulez. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est la même chose à Conot. Puis c'est la même chose aussi à l'Institut Pasteur à Paris. Conot Laboratories, effectivement, avait le même statut et se fait privatiser petit à petit. C'est vendu en 1972 à la Corporation de développement du Canada, qui est une espèce de créature publique-privée qui va leur vendre. Et maintenant, c'est devenu Sanofi Pasteur, vous voyez. Sanofi, qui est un truc privé à racheter au Canada, Conot. En France, la même chose avec l'Institut Pasteur. C'est privatisé petit à petit, et à partir des années 1970, et ça va donner aujourd'hui les entreprises Sanofi et Mérieux, qui était un grand producteur de vaccins privés de l'époque. Donc c'est un peu le même modèle, tout ce qui s'appelle production industrielle, commercialisation, mais il faut dire effectivement qu'une université est moins bien placée pour faire de la commercialisation et de la promotion de produits pharmaceutiques à l'échelle de la planète. Surtout si on quitte, disons, le partage généreux que vous avez décrit et qu'on est en compétition, des entreprises qui sont en compétition sur un marché. Vous qui avez interviewé Armand Frappier, disons, dans les années 80 notamment, vous citez dans des entrevues que vous avez eues avec lui, est-ce que vous savez comment il réagissait à ce développement? À cette fin, au fond, à cette éclipse du modèle qu'il avait engendré. Il réagissait avec une certaine équanimité, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il avait une certaine sagesse devant cela. Mais on ne peut pas dire que ça lui faisait plaisir, parce qu'effectivement, la grande idée de l'Institut Armand Frappier, ou de l'Institut Pasteur, ou des laboratoires Conot, c'était ça. C'était qu'on vendait notamment, comme il l'a dit lui-même dans son livre, on vendait des produits avec un profit raisonnable, ce qui n'est pas vraiment souvent dans le vocabulaire des grandes compagnies multinationales du médicament, je pense. Je ne me trompe pas trop. Je suis ça de loin. Oui, c'est ça. Donc, au fond, tout ce modèle-là, au fond, où il y avait cette générosité, vous vous rendez compte, ne pas breveter, ne pas déposer de brevet sur un vaccin comme le vaccin anti-polio, c'est quand même extraordinaire comme attitude et comme générosité. Tout ça disparaissait un peu. Pierre Paiement, dont le professeur dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'Institut Armand Frappier, il dit ça. Il dit le rêve qui animait toute sa vie professionnelle n'a pas résisté à l'âpreté des lois du marché. C'est très amer comme constat, mais c'est la réalité. Donc lui a vu ça de façon probablement, je ne pense pas qu'il ait trouvé ça très, très, très drôle. Oui. Alors, on a conservé dans notre mémoire collective, parce qu'on parle vraiment d'un personnage d'une très grande dimension, notre mémoire collective a retenu le nom de plusieurs hommes politiques, d'artistes, mais dans le domaine scientifique, à part Marie-Victorin, presque personne. Il y a d'autres personnages
dont on rappelle la mémoire périodiquement. Mais vous êtes un spécialiste, hein, depuis des années, vous êtes un journaliste, vous vous consacrez à la vulgarisation scientifique, vous voulez faire connaître le monde de la science. Comment vous expliquez ça? Ben, la science, il y a plusieurs niveaux d'explication dans le monde. D'abord, la science, c'est quand même pas évident tout le temps. Ça peut être compliqué. Bon, là, on comprend la vaccination contre la tuberculose, c'est simple, c'est clair. La polio, c'est simple, c'est clair. C'est plus vendable comme sujet d'intérêt. Donc, il y a le fait que la science, c'est pas toujours facile. Il y a le fait aussi que pour un scientifique, les médias, la scène publique, c'est pas nécessairement, c'est pas sa première référence. Et il y a même un temps, il fut un temps où que des scientifiques s'adressent aux médias et au bon peuple, et ça les faisait mal regarder par d'autres scientifiques. Hein. Il faut se rappeler un peu de ça quand même. Donc il y a cette affaire-là, mais en même temps, c'est que le scientifique, lui, son combat, sa discussion, j'ai raison, j'ai pas raison, les controverses, etc., c'est avec d'autres scientifiques. Et parfois, il faut aller dans des congrès scientifiques pour voir que parfois, c'est à la fois à travers le très monde. violent Ouais. et très compliqué, très pointu. Ouais. Est-ce que tu as mis effectivement la machin comme ça ou pas? C'est vraiment quelque chose. Alors, donc ça, c'est pas très médiatisable. Non. Et puis, il y a le fait aussi, mais ça, je veux pas, je n'oserais pas l'avancer trop fort, mais que l'histoire est écrite, ou l'histoire ou l'actualité est vue par des journalistes qui sont généralement des gens de sciences humaines. Elle est racontée par des gens de sciences humaines, certains historiens par exemple, et ce sont des gens qui en général n'ont pas une grande affinité pour la science dure. Donc tout ça, quand on met ça ensemble, fait que les scientifiques sont peut-être un petit peu moins célèbres ou publicisés ou connus du grand public qu'ils le mériteraient. Et que mériterait certainement Armand Frappier, parce que vous dites... Vous dites on a dit de lui qu'il était le Louis Pasteur canadien. Oui, bon, c'est peut-être un peu gros, mais c'est vrai. Je veux dire, il a fait un institut qui ressemble à l'Institut Pasteur. Puis comme Pasteur, c'est un extraordinaire, Pasteur. Hein, c'est quelqu'un qui réglait les problèmes de l'industrie. Quand il y avait des problèmes avec le verre à soie, il allait le verre à soie. Quand il y avait des problèmes avec la bière, il allait régler les problèmes de la bière. Il a fait des vaccins, etc., pour des maladies animales, vétérinaires, etc. Donc, c'était un entrepreneur. Et Armand Frappier a fait ça aussi. Il a été un entrepreneur. Donc, il a été, je dirais le Louis Pasteur du Canada français, mettons. Je pense qu'on peut le dire comme ça, oui. Et il a été aussi un médecin. D'abord et avant tout, un médecin. Et écoutez, je ne peux pas résister avec tout ce qu'on discute de beaucoup de médecine, des coûts de la médecine, comment coûtent nos médecins. Alors, 1992, Armand Frappier réfléchit au salaire, aux honoraires des médecins. Je ne peux pas résister. Alors, il dit la chose suivante, et c'est la conclusion de son livre. Au cours des siècles, on n'a pas manqué de critiquer les honoraires des médecins. On les a accusés de pactiser avec le faux dieu de l'argent. Sujet très délicat à traiter en ce moment, 1992. Mais, poursuit-il, la justice commande quand même de rester sur terre et d'être réaliste, car le patient, représenté aujourd'hui par l'État, a droit à des soins médicaux dont le prix, en toute justice, et compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, ne peut dépasser de beaucoup la capacité collective de payer. Et je pense qu'on a dépassé la capacité de payer, effectivement. Comme je dirais, il n'avait rien vu. Non. Il n'avait pas encore tout vu. Il n'avait pas vu notamment l'actuel ministre quand il était négociateur pour... non, c'est vrai, on est devant un... Bon, c'est un autre problème. Oui, mais quand même, déjà, il avait pressenti que quelque chose venait. L'héritage d'Armand Frappier, en terminant. L'héritage. Alors, il y a une façon amère de le voir, ce que j'ai cité de Pierre Paiement, qui est peut-être ici d'ailleurs. Quand j'ai cité Pierre Paiement, c'est, au fond, Armand Frappier a vu son modèle, son institut se faire un petit peu, disons, démanteler. Moi, il y a une façon, j'aimerais aussi j'ai une façon un petit peu plus optimiste de voir. D'abord, il y a un héritage qui s'appelle l'Institut Armand Frappier, aujourd'hui, qui fait partie de l'Institut national de la recherche scientifique de l'Université du Québec. Mais l'Institut Armand Frappier d'aujourd'hui, c'est quand même des chercheurs, des étudiants. C'est quand même un institut où il se fait de la recherche. Et ça, c'est son héritage. Et il porte son nom à juste titre. Mais moi, le bilan qui m'a le plus frappé, c'est quand justement j'avais fait cette interview de 1985
que j'avais fait donc pour l'émission de radio que je faisais à l'époque, qui s'appelait Aujourd'hui la science, qui est devenue Les Années-Lumière. Et il faut vraiment le citer parce qu'il dit au fond, je lui dis, mais vous, 100 ans après, etc. Et il m'a dit, ma vie était vouée à la lutte contre la tuberculose. J'ai passé ma vie à ça. Et le contentement que j'ai eu de voir la tuberculose, non pas vaincue, mais réellement abattue, était une grande consolation. C'est beau ce mot-là. Hein? C'est consolant de voir qu'on a contribué à diminuer le nombre de mortalités. Quand j'étais jeune, ça mourait de la tuberculose, ça mourait de diphtérie, ça mourait de coqueluche, ça mourait. Puis on a tout réglé ça, ou presque. Je trouve que c'était... Quand on regarde cette vie-là, c'est une vie qui a fait ça, qui a gagné quand même une grande partie. Après, il y a eu d'autres maladies infectieuses. On sait qu'il y a d'autres maladies infectieuses qui reviennent. Mais il a quand même contribué à cette victoire contre beaucoup de maladies infectieuses, notamment de la petite enfance, contre la tuberculose. Et c'est quand même remarquable d'avoir fait ça. C'est une grande consolation d'avoir fait ça. Absolument. Merci beaucoup, Yannick Villedieu. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, pour en connaître davantage sur Armand Frappier, alors il faut lire ce livre, Un rêve, une lutte. C'est une autobiographie qui a été publiée aux Presses de l'Université du Québec en 1992. Et pour en connaître davantage sur l'évolution du monde scientifique au Québec et dans le monde, il faut écouter l'émission de Yannick Villedieu tous les dimanches à midi. Oui. Donc, merci beaucoup et donc à bientôt.